don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Pascal Bédard, bienvenue au podcast. Comment se sent aujourd'hui? Ça va bien, ça va très bien, oui. Début d'année, oui. Début d'année fort. En fait, c'est mon premier enregistrement. Même avant de faire les podcasts en studio dans les prochaines semaines. Fait que c'est mon premier podcast. Je suis très content de parler avec toi. Évidemment, on se connaît depuis plus d'un mois. On s'est rencontrés initialement, on s'est contacté sur LinkedIn. Moi, je t'ai contacté. Je trouvais intéressant, évidemment, ton parcours. On a parlé de ton background aussi, entrepreneur, atypique, toutes les expériences que tu as vécues. Fait qu'aujourd'hui, on va deep down un peu par rapport à ça, puis évidemment, où est-ce que tu te situes aujourd'hui en 2026, tes objectifs, ta vision. Fait que commençons par le début. Où est-ce que ton parcours entrepreneurial a commencé, Pascal? Au début, écoute, mon parcours entrepreneurial, ça a débuté, moi, en 2006. Dans le fond, j'étais jeune, j'avais 23 ans. Moi, j'ai étudié en mécanique. Je ne suis pas, je suis pas quelqu'un qui a fait des grandes études. Je ne suis pas allé à l'université non plus, même pas de cégep. J'ai fait un DEP puis that's it. J'ai appris tranquillement dans la mécanique. Puis après ça, je me suis rendu compte que juste de la mécanique à temps plein, j'aimais moins ça. Fait que je me suis retrouvé aux pièces. Puis là, comme commis, rapidement, j'ai gradué comme directeur. Je faisais une couple d'années dans la gestion d'inventaire, gestion d'entrepôt, tout ça, pour finalement partir à mon compte. Fait que, à 23 ans, j'ai parti un garage dans la vente de pièces neuves et usagées, dans le véhicule récréatif, les 4 roues, les skidoo, des motoneiges. Ouais. Fait que j'ai starté ça de même, sur le flair, en fin de semaine, pas d'argent avec une carte de crédit, puis je me suis mis à trouver des contacts, puis tranquillement, de fil en aiguille, ça a monté, puis pour finalement tomber là-dedans à temps plein, faire ça pendant 4 ans. Puis en 2010, tu sais, j'ai pas d'expérience, pas de formation nécessairement là-dedans non plus, fait que j'ai un peu appris sur le tas. Pour finalement me rendre compte qu'en 2010, j'ai pris des décisions, j'ai voulu grossir trop vite. J'ai voulu déménager. Je vais aller compétitionner les gros. Moi, les gros garages, c'est facile, pas de problème. Fait un peu coquille, tu sais. T'as amené avec beaucoup d'ego, là. Tu te disais, je vais passer le marché, là, on va défoncer les murs. Okay. Ouais, c'est en plein ça. Donc, je me retrouve à dire, regarde, je vais partir. Je me suis trouvé un local, un garage un peu plus proche de la ville, dont je viens en campagne, au centre du Québec. Fait que je vais m'approcher un peu de la ville, puis vendre un plus gros volume, puis tu ne veux pas, ça va marcher. Le chiffre d'affaires a doublé. Ça a pogné, ça a marché, mais j'avais tellement pas de planification. J'ai mis de l'argent dans toutes sortes d'affaires. Trop d'argent en pub, trop de moi investi, j'avais pas de cash flow. Tout ça a fait que 2010 est arrivé, puis l'hiver de 2010, tout ce qui s'appelle récréatif au Québec, ça a tombé mort, tranquille. Donc, et puis moi, évidemment, j'avais pas de coussin rien. Ça a fait que j'ai eu un hiver assez tough pour finalement... Excuse-moi, je te coupe, mais c'est intéressant. Qu'est-ce qui est arrivé en 2010? Y a-tu eu comme une situation quelconque? On était sur la fin de la crise financière, dans le fond, aux États-Unis, tout ça qui avait roulé beaucoup. Puis cette année-là, on ne sait pas pourquoi, tout ce qui s'appelle les créatifs, les garages en général là, au Québec, là, j'en parle parce qu'après ça, j'y arrive, mais tout est tombé mort là-dessus. Mais là, dans ce temps-là, moi, je me rendais compte qu'en ma région, moi, on avait 4 garages, là, 4 petits garages qui avaient fermé ses portes même dans l'hiver. Moi, j'ai fermé les miennes au printemps. Je ne pouvais plus justement tenir à payer les dépenses, tout ça. J'ai dit, regarde, je ne vais pas tirer à l'œil tout de suite avant de me rendre trop loin. Fait que j'ai fermé ça pour finalement, là, je me suis retrouvé dans la vente. Puis j'ai travaillé justement avec un fournisseur de mes machineries qui me fournissait mes véhicules, tout ça. Fait que j'ai parcouru le Québec comme pour développer le réseau de concessionnaires. Puis c'est là que je me suis rendu compte que tout le Québec en avait souffert un peu de cet hiver-là, à différents échelons. Mais il y avait eu une grosse baisse dans les performances, justement, des ventes dans les produits récréatifs, cette année-là en particulier. Fait que c'est là que ça allait. Intéressant. J'ai comme pogné ce break-là, là, quand ça a fermé, puis là, j'étais enregistré, je n'étais pas incorporé à ce moment-là. La business n'était pas si grande, les dettes, tout ça accumulé. Il a fait que j'ai fait une proposition de consommateur pour pouvoir me sortir de là. Avec le stress, ça a été quelque chose. Dieu, c'est sûr. Fait que, ensuite de ça, j'ai comme mis de côté un peu mon côté entrepreneurial pendant quelques années.
Puis je suis allé dans la vente. Là, je me Oui. suis retrouvé dans la vente là, en général. Ça reste que la vente, que tu sois entrepreneur, c'est sûr qu'en business, il faut que tu fasses la vente toi-même au tout début si tu n'as pas une équipe de vendeurs. Là. Fait que tu développes ça, que tu sois vendeur dans une équipe, ça reste l'entrepreneuriat aussi. Ou de l'intrapreneuriat, une forme de. Parce qu'il faut peut-être chercher sa clientèle-là, il faut peut-être développer des connexions, des relations. Fait que tu as pu retrouver comme un peu ces compétences-là, mais dans un format plus standard. Là. Okay. Ben, plus standard puis plus sécurisant. Plus sécurisant aussi, c'est ça. À ce moment-là, tu sais, oui, il y a moi là-dedans, c'est correct, j'ai fermé, je l'ai pris comme un échec, c'est tough, OK. Mais tu sais, il y a ma blonde aussi, là, j'ai ma conjointe, là, elle aussi, elle vit avec moi, là, puis elle a subi les coups de ça, puis là, elle est enceinte de notre premier, la nouvelle maison qu'on finissait de se bâtir. Fait que, tu sais, le côté sécurisant est arrivé. Puis oui, puis dans la vente, ben, j'avais quand même une facilité à vendre maintenant, ça allait bien mes affaires, puis pas que j'étais un excellent vendeur, mais ça allait quand même assez bien. Là. Fait que on est venu à bout de sortir un peu sortir la tête de l'eau là, à partir de là. C'est sûr que, je veux dire, quand tu es en couple, c'est pas quand tu as une ou un partenaire qui te porte aussi dans tes rêves, puis vice-versa. Puis à un moment donné, c'est comme tout peut arriver que ça fonctionne pas. Puis à un moment donné, je pense à un talk à avoir, tu as dû avoir ça aussi avec ta femme, avec ta conjointe. Écoute, en ce moment, il faut qu'on trouve une solution. Justement, il faut aller chercher quelque chose de plus stable. Notre famille en a besoin, nous aussi, on en a besoin. Que ce soit juste de limiter le stress aussi à court terme. Là. Fait que je comprends, 100%. C'est le minding qui est arrivé justement par après, à savoir, oui, puis pour me soutenir, elle me soutient, puis c'est un méchant temps, puis c'est vraiment pas un problème. Ouais. La seule affaire, c'était être capable de payer l'épicerie. C'est ça. C'est ça la. Non, regarde, c'est 100%. Oui. Ouais. 100%. Vas-y, Non, c'était le fun que justement que tu aies commencé dans ce background-là. Puis je demande tout le temps cette question-là, à savoir les parents aussi, l'entourage. Est-ce que tu as un entourage d'entrepreneurs, que ce soit des amis, la famille et tout ça, des parents qui y sont, ou tu es vraiment là en ce moment, là, tu dirais que tu as un mouton noir là, dans cette sphère-là? Ben, j'ai mon père, que lui, a toujours été un entrepreneur aussi dans l'âme. Il a toujours eu des petits business par-ci, par-là. Puis, il a été évidemment dans la vente pendant plusieurs années aussi. Puis, pas de modèle entrepreneurial, mettons, de grosse entreprise. C'est vraiment plus le côté, tu sais, fais ce que t'aimes, puis t'as une idée, pousse-la, puis let's go. Puis j'ai jamais eu de barrière à ce temps-là, puis j'ai toujours été encouragé aussi là-dedans. Mon père a joué un grand rôle là-dedans. C'est cool d'avoir ce talk-là de nos parents, dans le sens comme, plutôt que de se mettre dans la gorge, genre, va chercher tel diplôme, assure-toi d'avoir tel parcours, prends pas de risque, mais prends le chemin le plus facile. Souvent, on se fait dire ça, mais d'avoir des parents qui disent, regarde, moi, tu veux faire telle chose, je crois en toi, puis tu pousses, puis je veux dire, évidemment, tu vas être confronté à des embûches, mais c'est de passer à travers ça, puis tu te relèves, puis je pense que c'est culturel aussi, parce que j'ai souvent eu des podcasts avec des expats français, donc des Français qui venaient au Québec, puis eux, ils me disaient c'était tout à fait le contraire. C'était nos parents, ils me disaient, me lancer en affaires, se lancer en affaires là-bas, c'était impensable, c'est stupide parce qu'aller chercher un travail, tu as beaucoup plus de conditions, une meilleure équilibre de vie, tu te retrouves à travailler des heures de 40, 50, soit 85 heures par c'est pas le même temps que ce qu'on peut avoir peut-être en Amérique du Nord, mais c'est pas d'avoir un peu cette mentalité-là. Ouais, là-dessus. Oui, c'est ça. Fait que là, je suis après ça, là, évidemment, la vente, puis là, le fil en aiguille, mais la vie s'en est suivie. Là. Exact. Ça a été... Oui. Ouais. Fait que là, la vente, tu as fait ça pendant combien d'années, en fait? Ben, j'étais dans la vente. J'ai jamais été capable de rester à beaucoup d'endroits pendant, mettons, 5, 10, 15 ans. Tu sais. J'ai été dans la vente de machinerie par après. Tu sais, comme je disais, j'étais dans la distribution, de développer le réseau de concessionnaire pour mon fournisseur dans le temps. Ça, j'ai fait ça pendant un an. Après ça, là, je me suis retrouvé dans la machinerie agricole, mais un fabricant, un manufacturier de machinerie agricole locale. Que là aussi, je couvrais la route, je couvrais le Québec au complet, faire de la route. J'ai toujours aimé faire de la route. Et autant de la vente de machinerie agricole aussi, je suis un concessionnaire de machinerie agricole bien établi pour finalement atterrir dans le domaine de l'incendie, le domaine des camions incendies.
qui m'a fait découvrir la partie municipale, la business municipale au Québec, là-dessus. La business municipale? Ouais, ben, je dis business municipale. Est-ce que tu fais affaire avec les municipalités? Directement, les municipalités puis les centres de incendie. Fait que, tu sais, là, à ce moment-là, j'ai appris autant me développer sur le côté technique, connaissance, parce que là, je partais d'un background en vente, en machinerie, tout ça. Oui, OK, j'ai un background en mécanique. Et là, je tombais avec un job de chargé de projet que là, tout ce qui s'appelait, vendre la prospection, rencontrer des municipalités et tout ça, mais aussi toute la portion conception des devis techniques, les appels d'offres, les processus d'appels d'offres, toute la gestion de la construction pendant la construction du produit, puis surtout de la livraison puis le service après-vente. C'était mon cocon, ça, c'était ma job. Ça, j'ai trippé au bout. Puis ce que j'ai vraiment aimé, c'est justement toute la mécanique qu'il y a dans le processus municipal. Il y en a probablement un gros qui dirait que c'est plate, mais moi, j'aime ça. Oui, il y en a beaucoup qui diraient justement que c'est pas super créatif, c'est très standardisé. Non? C'est des processus extrêmement longs, c'est des longs cycles de vente, c'est des relations à long terme que tu développes. Puis j'aime ça, ce genre de concept-là. J'aime ce genre de relation-là. Puis j'aime aussi le côté fair de dire, regarde, tu fais ta business, oui, tu vends, tu es vendeur, quelque part là-dedans, mais la décision finale, dépend pas nécessairement, pas à 100% de toi. Ça dépend de ton produit et de la manière que tu as monté ton dossier. Mais l'appel d'offres en bout de ligne, c'est à paire, là. Mais j'aimais ce côté-là aussi. Pas le zéro hasard, là, mais de développement de business là-dessus à long terme, puis d'être reconnu un peu pour justement cette transparence-là, cette honnêteté-là que tu vas pousser, puis regarde, si ça marche, ça marche pas, ben just too bad, là, on s'en reprend, puis comme on dit, on s'essuie pour qu'on recommence. Non, mais c'est intéressant. Puis, tu sais, ayant un gros background en vente de ton côté, je me demande si tu avais quelqu'un, un jeune qui nous écoute, là, qui dit, moi, je veux bâtir des relations, de une communauté. Comment on fait pour faire la première connexion, le premier lien, tu sais, puis être à l'aise à aller communiquer avec ces gens-là? Comment tu fais pour bâtir ça? Comment tu as fait, toi, du moins? Ben, honnêtement, ça, je l'ai fait, mais c'est ma bête noire. Ah oui? C'est ce qui s'appelle prospection, ouais. cold call, des appels à froid, les premiers contacts. Des fois, ça ne paraît pas, mais je suis quand même quelqu'un d'assez gêné puis introverti dans l'autre côté. La première approche, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dur, qui a toujours été dur pour moi. Mais la façon d'y arriver, il n'y en a pas 12. Il faut que tu ailles chercher ton client, il faut que tu l'atteignes à quelque part. Là. Fait que si ce n'est pas par un appel ou une visite ou un premier contact, justement, ou un courriel pourrait faire aussi un job, mais ce contact-là ne se fera pas si toi, tu ne prends pas une initiative. Il faut que tu prennes l'initiative. Ça, j'adore ta réponse. Parce qu'il ne va pas mener. De un, si tu n'as pas de notoriété, tu n'es pas connu. Là, on prend l'exemple de quelqu'un qui se lance. Il faut que tu commences avec certaines bases. Puis je pense que le meilleur truc, ce serait peut-être de donner de la valeur aussi à l'autre. Que ce soit de ton temps, de l'argent ou juste de l'aide, de la collaboration. Là, mais justement, faire de la déconnexion, je ne sais pas si toi, tu as fait ça, mais faire du réseautage aussi, ça peut aider à justement au plus au niveau connexion humaine physique, c'est différent que cold call. Le cold call, c'est vraiment du travail à faire sur soi-même beaucoup parce que tu peux tomber sur quelqu'un qui va être très ouvert, puis le deuxième appel, ça peut être quelqu'un qui est très, très, très fermé puis très froid. Là. Fait que, ça, c'est sûr, tu sais. Mais faut t'apprendre à te faire dire non 9 fois sur 10. Ben, faut que tu sois à l'aise avec ça parce qu'on dirait que moi, j'en ai fait au début, là, puis j'étais c'est pas fait pour moi la vente, là, puis j'aime pas ça parce que ça vient me chercher, mais on dirait que faut que tu dissocies de ça, c'est pas une attaque personnelle, tu sais. Non, c'est ça. Puis tu sais, oui, comme tu dis, tu as raison, c'est un bout, c'est plate, c'est pas pour... On se rend compte qu'on déteste ça souvent, faire ça, la prospection, là, puis les appels à froid. Sauf qu'en même temps, tout ce qui vient après, la relation que tu développes avec ton client, le fait que tu peux s'y parler, le fait que tu développes un petit quelque chose, la vente qui s'en résulte, puis
Surtout le fait de la revente par après, quand le client il revient, c'est là que tu te dis que tu as fait une bonne job. C'est pas de conclure une première vente, c'est quand le client revient pour une deuxième, c'est là que tu te rends compte que tu as vraiment performé, que tu as fait une belle affaire. Mais la partie avant, oui, mais c'est un chemin obligé. Il faut absolument que tu lances comme on dit, l'initiative pour pouvoir te rendre à quelque part, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de faire le saut puis d'être dans ta zone d'inconfort puis de l'essayer. Puis ça, j'adore ce que tu fais dire, c'est une chose de closer, c'est one time, mais de le refaire à plusieurs fois pour la même personne, de le relancer, que la personne n'a aucune hésitation, on le refait parce qu'il a adoré sa première expérience. Ben, c'est une preuve que ton offre et ton accompagnement, ton approche fonctionne très bien. Au contraire, si c'est pas le cas, c'est peut-être à repenser tes approches. C'est peut-être un petit peu trop agressif, c'est peut-être parce que la personne se sentait mise dans un coin, tu sais. Fait que, il y a beaucoup de gens, je pense, en vente, là, on parle un petit peu de ça en ce moment, là, mais c'est intéressant, là, qui vont juste d'une approche financière, tu sais. Que je regarde le fond de ma poche, puis on passe au prochain, tu sais. Moi, je trouve ça un petit peu triste, là, évidemment, quand tu bosses une entreprise. C'est fréquent, mais en même temps, tu sais, comme tu dis, on travaille avec du monde. Là. Tu sais, chaque personne, il y a un paquet, il y a tellement de personnalités différentes, tellement de styles de personnes différentes. Tu sais, ça se dit souvent, mais le côté, quand tu vends, il faut que tu sois caméléon. C'est 100% vrai, dans le sens qu'il faut que tu t'adaptes un peu au discours de ton interlocuteur. Tu peux pas. Oui, c'est bien de mener la danse, de mener la vente, de te rendre jusqu'au point de closer. Là. Ça se dit bien dans les cours de vente, ça. Là. Mais quand tu arrives sur le terrain, là, quand tu as un client qui est moins réceptif ou un autre qui est carrément ailleurs ou un autre genre de personnalité que ça ne fait pas en tout avec toi, il faut que tu vendes pareil. Il faut que la job se fasse. Là. Faut que ça. Puis, pour venir sur le sujet de la vente, c'est une question que je pose souvent à des vendeurs que je passe au podcast, là, mais c'est quoi ton opinion sur les scripts? Est-ce que c'est pertinent au début, ça ne l'est plus après un certain temps? Comment tu vois ça? J'ai tout essayé. J'ai tout essayé, ces patterns-là. C'est plate à dire, mais quand tu appelles un client, quand tu fais un cold call, il faut que tu ailles de quoi y dire. Puis ils vendent ton produit, juste ils vendent ton produit comme bâtir un script, tout ça. Moi, personnellement, de ce que j'ai vu, c'était peut-être pas vrai partout. Là. Ben, moi, de ce que j'ai vu, là, le monde sont tannés de ça. Ils l'ont tellement vu. Ils se font solliciter de tout bord, tout côté. Ils l'ont entendu en masse. Qu'est-ce qui fait que tu vas te démarquer aujourd'hui? C'est d'être authentique. Tu sais, c'est ta personnalité. Si tu as une belle personnalité, si tu as une belle approche avec la personne, si tu t'intéresses surtout à ses problèmes, tu sais, c'est ça la game et tout. Tu sais, arrives là, pas juste pour dire, moi, te vendre mon affaire, ça va bien aller. Ouais, mais là, non, mais tu t'intéresses même pas à moi, tu me poses pas les questions. Tu sais, pourquoi moi, en fait? Tu sais, pourquoi j'irais avec toi? Je pense que le step one, c'est d'apprendre à s'intéresser à l'autre, puis tu sais, authentiquement, et non dans le but de faire une vente, là, mais de dire, tu sais, du small talk qui est intelligent, là, tu sais, qui fait du sens, qui est pertinent. Là. Ben oui, tu sais, parce que moi, pendant plusieurs années, j'ai vendu ce que je vendais comme produit, c'était des produits qui étaient de plus chers que bien d'autres. Oui, je l'ai eu le côté prix. Pareil avec un prix, c'est le fun, c'est facile, c'est pas cher, parfait. Mais quand tu veux vendre un produit de plus haute qualité, ça te prend plus qu'une soumission. Là. Ça te prend plus qu'un script de base pour. Je dis pas que c'est pas bon. Mais c'est pas juste ça. Il y a une grosse partie de ta personnalité qui joue là-dedans, ton approche, ton aisance avec les gens. Puis même, je la travaille encore aujourd'hui beaucoup. Je suis loin de me considérer comme un spécialiste ou un expert. Là, je me plante plus souvent qu'autrement encore là, dans une entrevue ou un premier contact avec un client. Puis ça arrive encore souvent. Je fais comment ça, je dis ça? Mais ça fait partie de la game, là, tu sais. Ben oui, ça fait partie de la game. On est tous humains là-dedans, là, tu sais. Puis des fois, c'est quasiment plus le fun d'avoir un vendeur qui se trompe ou qui fait une joke ou que c'est comme pas c'est pas dans son pitch, whatever, tu sais. Puis là, les deux personnes sont. Fait que je pense que ça peut rentrer là-dedans. Fast forward un petit peu, là. Aujourd'hui, tu es rendu avec quand même plusieurs entreprises, là. Tu es quand même multidisciplinaire. Parle-moi un petit peu plus de ça. Oui, ben, le fait de. Oui, je suis rendu multidisciplinaire. C'est un peu moi, je peux dire ça, c'est pas un chemin obligé, mais c'est un résultat un peu de ce qui s'est passé dans les dernières années, suite à tout ce que j'ai eu. J'ai eu à vivre, il est arrivé un paquet de maladies dans ma famille, de maladies à moi.
ça a été des grosses épreuves, ouais. puis des bouts assez tough psychologiquement même, pour que finalement, de fil en aiguille, se rendre compte que faut vivre. Puis faut pas s'arrêter à la souffrance, à rien. Puis être capable de trouver ton bonheur dans la résilience, puis dans à travers ce que tu vis. Tu sais, il y en a plusieurs à qui on parle. On parle de ce qu'on a vécu. Regarde, voyons, ça n'a pas de sens, ça, puis on n'en a même pas compté à moitié encore. Là. Le monde capote à voir ce qu'on a vécu, puis ils ne comprennent pas comment on fait pour continuer à travers ça. Ben, c'était ma prochaine question. Oui. Ah, regarde, veux-tu qu'on commence par ça de bord, qu'on finisse par. Oui, non, mais c'est pertinent parce que, tu sais, comme. Tout dépendant comment tu veux répondre à la question, là, mais je veux dire, de passer à travers ça puis de dire oui, tu es résilient, mais à un moment donné, je me demande comment un humain peut accepter puis vivre autant de situations négatives, mettons, à first approach négative. Fait comme après de passer à travers puis de pousser la machine encore, comment tu restes motivé et puis inspiré? Je veux dire, je vais te laisser répondre là, parce que je sais pas, il y a beaucoup de personnes qui vont sentir. En réalité, c'est ça. Ce qui est arrivé. Il y a eu, oui, la fermeture de mon commerce. La fermeture de mon commerce qui a fait que là, ça en est résulté d'une proposition de consommateur. Puis ça, je l'ai pris quand même rough. C'était mon premier gros échec. Puis ça avait failli me coûter ma maison, ça a failli me coûter mon char, ça a failli me coûter des relations, tout ça. C'était dur. Puis après ça, il est venu la vente. Je me rebâtis un petit peu là-dessus, mais tu sais, toujours en train de payer en arrière la proposition de consommateur. Là, fait que plus de crédit nulle part, tu payes cash partout. Puis là, finalement, en 2014, j'étais chargé de projet dans les camions incendies, justement, en train de pousser là-dedans et d'apprendre là-dedans. Là, arrive un diagnostic de cancer. Mon diagnostic de cancer, on me déclare un mélanome stade 3, quand même borderline avancé. Là, c'est là que ta vie s'effondre. Là, médecin. Tous tes piliers, hein? Parce que tu te dis, j'ai bâti une vie en conséquence, puis là, j'ai un billet qui me dit que tout peut arrêter à tout moment. Ah oui, puis tu sais, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce que tu fais la première fois que tu entends au cancer ou d'un diagnostic de même? Tu vas voir Dr. Google, tu sais. Fait que là, tu arrives sur Google, puis tu as tous les pires scénarios qu'il n'y a pas. Finalement, là, me rencontrer des médecins. Le médecin dit, regarde, on va prendre ça en charge. Fait que là, j'ai été pris en charge. Les opérations, 2 opérations, sa table d'opération, la chimio, la radio, la radiothérapie, la chimio pendant 1 an. Puis évidemment, tu sais, tout là, sur le corps, physiquement, c'était terrible, ce que ça donne. Puis en plus d'avoir toujours l'incertitude, puis l'anxiété de savoir ça arrête quand, là, tu sais. La vie s'arrête quand? Oui. Fait qu'on passe à travers ça tranquillement, on push, puis là, j'ai jamais arrêté de travailler. J'ai toujours travaillé. Ça a été un peu ma bouée de sauvetage. Donc, pendant les traitements, puis 1 semaine après les opérations, je repartais ça à la job, puis toujours. Okay. Mais après ça, est arrivé un autre diagnostic. Non, excuse-moi, je me suis trompé. Ouais, un autre diagnostic assez grave. On a su mon fils. J'ai un fils, mon plus jeune, il avait 3 ans et demi. Puis on a appris qu'il y avait une dystrophie, la dystrophie musculaire de Duchenne. Okay. C'est une maladie dégénérative qui fait que l'enfant, dans le fond, les muscles de l'enfant s'atrophient à longue, qui fait qu'il perd l'usage de ses jambes, puis là, il perd éventuellement l'usage de pratiquement tous ses muscles. Tu sais, la maladie, c'est la progression. Fait que, c'est quoi les muscles? À la fin, les derniers muscles qu'il lâche, c'est le cœur, tout ça. Ça fait partie du processus. Fait que là, les bras nous tombent à terre, encore plus que mon diagnostic de cancer. Moi, je suis un adulte, je n'ai quand même un bout de vécu, mais l'autre, le jeune, il y a 3 ans et demi, tu apprends ça, c'est terrible. Les pires nouvelles que tes parents ne peuvent pas avoir. 100%. Mais malgré tout, on continue un peu là-dedans. Là, 2 mois après ça, cette nouvelle-là, je reçois une autre nouvelle de moi, mon cancer est revenu. Un autre récidive. Puis là, Caroline, là, ça s'empile. Là. Ah ouais, puis là, tu sais, métastatique, stade 4. Là, il était pire que la première fois. Le médecin qui m'a rencontré, il était mal. Il dit, désolé. Il dit, la maladie était plus forte que le médecin, c'est fini, tout ça. Là, ton monde s'effondre parce que tu dis, hey, les enfants, ma blonde, les enfants, tu laisses ça là. Ma blonde, elle laisse s'occuper de son enfant qui est malade. Tu peux pas, là.
Puis finalement, ben, rencontre un autre médecin spécialiste le même jour qui me dit j'ai un de mes chums qui fait un projet de recherche, t'intéresserais-tu? On va l'essayer. Ouais. Ouais. Puis finalement, le projet de recherche a fait que je suis tombé pile poil dans la bonne molécule. La maladie que j'avais, le cancer que j'avais, est tombé exactement la bonne molécule qu'il fallait, fait qu'il m'a guéri. Ça a été dur. Incroyable. Mais tout ça, c'est long, je m'excuse, mais tout ça arrive au point de, là, avec le temps, ben, on apprend à vivre avec ça. Tu apprends à vivre avec le fait qu'il n'y a rien d'éternel, puis que tout peut s'arrêter. Tu revois toute ta façon de vivre, ta façon de voir les choses. Mais je gardais quand même ce background-là d'entrepreneur dans ma tête, toujours. C'est un petit coin à côté de mon cerveau. Là, je suis venu à bout physiquement d'aller un petit peu mieux. Mais là, ça s'est mis à m'envahir. Je me sentais, là, j'allais travailler, là, puis là, je me sentais comme en prison, là, tout le temps. Toujours un stress, une anxiété générale. Puis là, je cherchais c'était quoi, j'en revenais pas. Je dis, voyons. Je dis, oui, OK, on vit des affaires de la maladie, mais il me semble que je l'ai classé, ce bout-là, je suis capable c'est par rapport à autre chose. Jouer. Ouais, c'est ça, c'est quoi le problème, tu sais? Je me suis même rendu à les consulter, là, pour que mon psy, finalement, après une couple de séances, me dise, regarde, là, arrête, là, tu le vois, là, ta solution, c'est de te partir à ton compte. Tu n'es rien qu'un lion en cage. Tu n'as rien que des idées, tout ça, puis là, tu te fais pogner tout le temps. Ça te mange d'intérieur. Ça a pris ce gars-là pour te dire, regarde, vas-y. Mais c'est drôle parce qu'on le sait, puis on le sait, la réponse est interne, mais peut-être qu'on ne peut pas se l'avouer des fois. Exactement. C'est que ça prend une autre personne qui te le dit. Oui, mais il y avait aussi la partie, pas de traumatisme, mais tu sais, oui. J'avais déjà eu une business, là, puis je m'étais planté, là, fait que ça a coûté cher, puis moi, ma blonde, j'ai dit, faut que je parte à mon compte. Le psy m'a dit ça. Elle a tabarouette, pas encore. Fait que là, encore? Fait que là, je dis, OK. Fait que comment tu fais pour arriver après ça avec tu vis avec ça, tu as des situations, tu as ta vie à toi. Comment tu fais pour essayer de concilier tout ça ensemble? Ben, là, j'ai décidé de partir justement avec PB Solutions Entreprises la première fois en tant que consultant. J'ai lâché ma job là-bas, je me suis installé mon bureau à la maison. Ça me permettait d'être plus libre aussi pour justement mon fils, les soins, les transports à l'école, tout ça, puis tout ce qui vient avec, des rendez-vous. Mais à travers ça, j'étais capable de développer mon propre réseau. Puis, moi, je voulais travailler avec des entreprises. J'ai travaillé avec des garages, j'ai travaillé avec des entreprises manufacturières, des OBNL, des mandats par-ci par-là comme conseiller ou des fois un mandat spécifique. Donc, c'est ça que j'ai parti là-dessus. Puis, à force de jaser avec du monde aussi, ben, tu sais, il y a une tête de projet, toujours pleine de projets. Puis là, on dirait que le fait de partir, ça lâché la bride. Là. Tu sais, je suis comme parti quasiment fou. Là. Puis là, les idées, ça popait. Là. Wow. Puis finalement, ben là, est venu justement d'autres projets qui sont arrivés. Il y en a qui n'étaient pas bons, il y en a qui étaient mieux. Mais l'idée, après ça, là, je me suis consolidé vraiment sur l'apiculture. J'ai développé une partie apiculture, puis on avait une partie agricole qui est importante pour moi, la partie extérieure, travailler à l'extérieur. Après ça, de la partie gestion, tout ça, mais là, dans le municipal, là, j'ai développé Partalink, le programme intermunicipal de partage d'inventaire, justement, en voyant qu'il y avait un problème là. Puis aussi, par après, aussi, je suis allé chercher je suis allé couvrir un peu mon volet vente en partant de compagnie de distribution. Je me suis, dans le fond, je fais affaire avec un fabricant au Québec ici de machinerie agricole, que c'est machinerie commerciale. Donc, ce fabricant-là vend surtout au Québec. Fait que là, moi, j'ai parti mon entreprise de distribution, mais à l'extérieur. Fait que là, je suis un peu comme, je suis distributeur, mais tu sais, un peu peut-être aussi agent manufacturier. Que là, je pousse tout ce qui est en dehors de la province de Québec. Là, je développe un réseau de concessionnaires. Je travaille avec les dealers, les concessionnaires de machinerie agricole, puis les agriculteurs directement pour vendre les produits agricoles que j'ai là-dessus. Puis dernièrement, avec ma conjointe, ben là, on a commencé notre plan de retraite parce que, tu sais, étant donné toujours en projet, ben, tu sais, moi, derrière, j'aime bien ça. Là. Fait que je vais mettre la façon de me mettre de l'argent de côté, ça va être quoi? Ben, ça va être d'aller chercher
d'aller de plus dans le passif un peu. Mais passif, ça prend de l'action. Moi, ça me prend de l'action. On va acheter une maison. Là, on est en train de la rénover pour faire de la location court terme. Fait que une maison en location? Bonne idée. Oui, une maison en location court terme. Ben, la première, on aimerait bien en avoir plusieurs éventuellement, mais tu sais, ce genre de projet-là, surtout si c'est moi qui fais toutes les rénovations et les travaux physiques, c'est du temps. C'est quand même du temps qu'on rajoute aussi dans l'horaire. On va essayer d'y aller un à la fois là-dessus. Puis là, je prends tout ce que tu m'as dit, puis je me demande comment tu fais pour être performant, en ayant, si on inclut la location de maison de la réno, là, en ayant 4 projets actuellement en train de rouler. Comment tu fais pour consolider toutes tes énergies dans ces 4 points-là? La façon que je suis présentement, comment je le travaille, c'est que c'est des projets, justement, puis c'est pas la raison pour laquelle j'ai choisi ces projets-là, c'est que Solutions Entreprises, ma job de conseiller puis de consultant, elle, évidemment, qu'elle m'apporte des contrats, puis elle m'amène du pain sur la table là-dessus. À travers ça, le côté bloc distribution, la distribution de machines agricoles, c'est une partie que je travaille sur le long terme. Puis, je ne pars pas sur la route. C'est une partie qui est surtout web aussi. Donc, je fais beaucoup de travaux, mais à l'interne ici. Cool. Puis, de l'autre côté, Partalink, la municipalité, ben, je suis au courant que c'est une business, c'est un marché qui a un très, très, très long cycle de vente. Puis, donc, ce projet-là que j'ai lancé me porte à vouloir vraiment travailler sur le long terme. Doucement, prendre mon temps, me faire connaître, parce que de toute façon, ça ne sert à rien de garrocher 50 000 ou 100 000 $ d'un projet de business que je sais que ça va me rapporter juste dans 3 ou 4 ans. Tu sais. Donc, j'essaie d'y aller stratégiquement là-dessus. C'est pas aussi rapide. Le total ne va pas aussi vite qu'un entrepreneur qui garoche tout son temps là-dedans, puis c'est normal. Là. Je reste performant quand même dans mes projets, mais quelqu'un qui arrive de l'extérieur, c'est sûr que j'engage quelqu'un demain matin, il est capable de mettre du temps là-dessus, il est capable de pousser ça beaucoup plus vite que ce que moi je fais présentement. Là. Mais c'est une espèce d'harmonie que j'ai réussi à développer avec mes choses, que ça fonctionne bien. Puis même, les projets n'arrêtent pas. J'ai d'autres projets qui s'en viennent aussi, là, mais à essayer, c'est stratégiquement d'implanter ça justement dans une semaine d'ouvrage. Comment on vient à bout d'implanter ça. Je veux dire, en réalité, il y a beaucoup de choses qui sont possibles en organisant son horaire. Avec une famille, des enfants, tu n'as comme pas le choix aussi de d'organiser ton horaire en conséquence. Là. Mais je me demande, d'avoir plusieurs projets comme ça, c'est vraiment pertinent. Mais peut-être que toi, dans ta personnalité, tu es plus un multi-entrepreneur, dans le sens, tu es passionné par plusieurs choses, tu veux dabble dans ça, tu veux essayer ça, tu veux juste par curiosité, mais aussi par, il y a un aspect économique, financier qui est intéressant, mais long terme. Il y a aussi parce qu'il y a une passion derrière ça, je crois, puis d'essayer des choses plutôt que de se dire, moi, je suis dans un tunnel, puis j'ai ma vision, puis ce qui est écrit dans le ciel, c'est de bâtir cette business-là. Je pense pas que c'est le cas pour toi. Je suis pas capable de faire ça. J'ai comme un TDA, un TDAH non diagnostiqué. Probablement comme beaucoup d'entrepreneurs aussi qui quittent ton émission, mais tu sais, c'est vrai. J'ai toujours la tête partie sur un paquet d'affaires. L'aspect qui va peut-être m'aider là-dedans, de ce côté-là, c'est que j'ai une bonne capacité à pouvoir segmenter. Je suis capable de dire, regarde, là, tu travailles sur Partalink, ben, comme c'est là, mettons, dans le développement d'une chose, où j'ai des rencontres ou des propositions, des présentations à faire, ben, je suis capable de me concentrer seulement là-dessus puis d'oublier le reste. Comme la distribution, comme aussi, justement, Solutions Entreprises. Dans tous les cas, même l'apiculture, ça me permet de débrancher. Mais dans tous les cas, je suis capable de segmenter pour pouvoir être performant dans une chose. Tu sais, je peux pas c'est impossible de mettre 40 heures dans chaque projet, dans chaque semaine. Je ne l'ai pas, ça n'existe pas. Mais c'est ça. Je suis capable de mettre ce qu'il faut mettre pour que ça marche, pour que ça se développe. Puis c'est sûr que mon but, évidemment, c'est que ça devienne assez big pour me dire hey, je suis plus capable, faut l'engage. Mais je ne suis pas encore rendu là. Mon projet de vie n'est pas encore rendu là, mais je sais que ça va venir de toute façon éventuellement. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu approches la retraite. On va parler un petit peu plus tantôt là, au niveau de la définition du succès, tes nuits et tout ça. Mais est-ce que c'est clair dans ta tête de où est-ce que tu aimerais être rendu à un certain âge de dire, regarde,
Ou est-ce que j'aimerais accomplir, redonner, revenir à la société ou avoir bâti telle chose? Si tu as un speech qui est clair dans ta tête ou pas encore? Ce qui est clair dans ma tête, premièrement, évidemment, c'est d'aller me chercher une liberté financière. Ça, c'est une base. Ouais. Hein. Mais ce qui est surtout clair dans ma tête, moi, on dirait que moi, à ma retraite, là, on dirait, c'est encore dans quelques années, là, j'ai rien 43 ans. Mais, ben oui. Mais on dirait que ma vision que j'ai de la retraite, là, c'est je vais être propriétaire de plusieurs business, puis ma job, ça va être de chialer. Dans le sens que je vais avoir créé des choses, je vais avoir créé des business qui vont pouvoir être autonomes et qui vont rouler tout seul. Tout ce que j'ai créé, tout ce que je suis en train de créer là, c'était des choses qui peuvent éventuellement vivre seules. Puis, je veux être capable de pouvoir prendre du recul là-dessus et être capable de regarder. Je dis chialer. Je dis pouvoir justement le regarder de haut. Superviser. Mais tu sais, c'est bon qu'on parle de la retraite parce que je trouve qu'on voit la retraite, tu sais, je parle généralement, là, comme un état où tu ne fais plus rien. Tu sais, comme t'arrêtes de vivre, t'arrêtes de travailler, tu restes chez vous, tu ne fais plus rien. Tu sais. Mais c'est d'après moi, je veux dire, surtout en tant qu'entrepreneur, tu as vécu toute ta vie dans des projets, dans le chaos en tant que tel. Tu peux pas arrêter du jour au lendemain. Il va y avoir une certaine transition où tu vas changer cette énergie-là dans d'autres choses. Je peux pas croire. Non, puis surtout quand tu sais, moi, là, si ça n'aurait pas été de la science, là, il y a 10 ans, je t'en tombé d'une boîte, là. Tu sais, fait que je vis sur du temps emprunté, là, présentement, là, j'aime ça le dire, mais c'est vrai, quelque part, là. Vrai. Mais puis mon fils, avec la maladie qu'il a, un projet de retraite pour nous autres, là, ça existe. La retraite en tant que telle, à part dire qu'éventuellement, peut-être que le corps, physiquement, va avoir de la misère à suivre, là. Non, ça n'existe pas. Je ne suis pas capable de m'imaginer de rien faire et d'arrêter. J'ai trop une urgence de vivre depuis 10 ans, là, qui fait que tu ne peux pas. Si tu as de quoi à vivre, tu as de quoi à profiter, fais-le là. Parce que c'est là que tu peux, puis c'est là que c'est le momentum pour le faire. Parce que plus tard, là, tout peut arriver. La retraite. Oui, il y a des chances. Le monde idéal, le monde se rend là, ça va bien en bonne santé. Mais dans mon cas, en tout cas, les chances que ça arrive sont plus minces. Tu sais, j'ai lu le livre, sûrement que tu connais Pierre-Yves McSween, économiste. J'ai lu le premier livre, c'est En as-tu vraiment besoin? Puis l'autre, c'est Liberté 45. J'ai lu Liberté 45 dernièrement, puis je trouve qu'il y a tellement de bons points pertinents. Mais je trouve que c'est trop de mentalité extrémiste de dire j'arrête de vivre jusqu'à 45 ans, 40 ans, pour qu'après je commence à voyager, je commence à vivre pour vrai, avoir des expériences, m'acheter des choses que je veux. Mais je suis comme, mais je comprends. Mais en même temps, moi, comprenant ta situation, c'est pas, tu veux maximiser ton temps et la qualité de tes expériences avec ton fils, maintenant, puis avec ta femme. C'est ça la priorité, puis les jeunes, je pense qu'on est un petit peu, on essaie de jouer là-dedans, savoir est-ce qu'on la joue safe, on la joue-tu, comme risqué? On dirait que c'est flou, là, puis beaucoup de gens se cherchent dans ce parcours-là, de vie, je pense. Ben, oui, mais ça, c'est l'avantage, par exemple. Tu sais, c'est l'avantage, justement, vous êtes relativement jeune encore là-dessus. Puis moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir avant. Tu sais, profiter de la vie, c'est beau, là, mais il y a de l'argent. Il faut que tu vives avec, puis il faut que tu payes ton épicerie, il faut que tu payes ton loyer, puis tu vas aller en voyage, c'est correct, mais c'est 2 000 – 3 000 qui revolent, puis c'est vrai. Tu fais quoi avec tout ce qui vient, puis qu'est-ce que tu aurais pu faire avec ces 2 000 – 3 000 $-là? Fait que l'avantage, justement, que vous soyez jeune, puis aujourd'hui, puis surtout d'être dans la réalité d'aujourd'hui, je pense. Vous avez la possibilité de vous former, puis de pouvoir justement planifier ce genre pas de vous empêcher de vivre, là, mais de pouvoir planifier justement des revenus passifs, toutes sortes de revenus, toutes sortes de rentrées d'argent différentes, de ne pas mettre vos œufs dans le même panier pour justement vous acheter ce genre de liberté-là, puis une liberté perpétuelle là, de toute votre vie. Là. Moi, ça, je l'ai compris à 40 ans. Là. Je l'ai appris à mes dépens à 40 ans. C'est ce que je trouve le fun de la génération d'aujourd'hui, c'est que vous avez tellement de possibilités, tellement de choses que vous pouvez faire avec les outils d'aujourd'hui. Ça devient
c'est intéressant ce qu'on parle parce que, tu sais, l'économie, on en parle depuis un petit bout, là, mais on dirait que le marché de l'emploi, c'est quasiment plus facile, en tout cas de mon expérience, là, d'aller chercher des contrats, c'est de se lancer comme travailleur autonome dans une expertise X, de se former puis d'aller vendre ça, d'approcher des gens, que de postuler dans des postes où tu vas aller chercher un salaire moindre. Tu sais, c'est fou, là. On est rendu là. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui peuvent se démarquer là-dedans. Puis je parle jeune, mais notre public, c'est du 25-35 ans. Mais des gens qui, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup, il y a ces opportunités-là actuellement que arrêtez de vous limiter dans, mettons, je prends l'exemple d'une agence marketing parce que je suis dans ce domaine-là, d'aller travailler comme quelqu'un à l'interne. Pourquoi pas se démarquer puis aller faire vos propres expériences puis d'offrir une valeur ajoutée sur le marché de cette manière-là. Moi, je trouvais ça super intéressant. Ben, oui, mais en même temps, c'est pas une réalité qui est faisable pour tout le monde. Tu sais, être entrepreneur, là, c'est pas rose tout le temps. Là. Tu sais, c'est pas tout le temps facile, c'est pas tout le temps le fun. Puis c'est toi qu'il faut qu'il te botte les fesses pour y aller faire la job. Puis, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui peut vivre avec ce genre de vie-là. Mais tu sais, même en étant salarié, puis t'en prends là, en prime de ça, là, il en manque. Là. Mais même en tant que salarié, avec les outils qui existent aujourd'hui, les possibilités qui existent aujourd'hui, ne serait-ce que de placer de l'argent puis faire affaire avec des experts, justement, qui a la place dans le sens du monde, ben, Calvas, tu es capable d'aller chercher un revenu, justement, pour pouvoir planifier un peu tes loisirs puis tes besoins, puis à ce moment-là. Là. 100%. Mais 100%. École, on n'apprend pas ça. Là. Au primaire, au secondaire, tu n'apprends pas ce genre d'affaires-là. Puis le petit Joe comme moi qui va faire un DEP à la fin, il n'est pas formé là-dedans, là, pas une seconde. Là, il apprend à aller manger des bottes. Là. Fait que, mais c'est ça. Je l'ai appris à mes dépens. Ouais. Ça a pris 24 années, là, moi, avant d'arriver avec cette connaissance-là. Mais vous autres, vous avez la chance de pouvoir l'apprendre jeune. Puis d'en profiter jeune. Tellement. Internet, l'IA d'aujourd'hui, tous les outils qui existent aujourd'hui sont tellement facilitants pour un paquet de choses que je ne vois pas comment il n'y a pas moyen de trouver le bonheur là-dedans. Là. Du bonheur, puis d'aller chercher, que ce soit un revenu supplémentaire. Si tu dis, moi, j'adore voyager, puis ma petite business que je veux partir ou mon sideline, c'est juste pour me permettre d'aller développer un fonds voyage. Je sais pas, si tu cherches un 15-20 000 de plus par année, mettons, ben, that's fine. Tu peux mettre cet argent-là pour faire telle chose. C'est le fun, c'est valorisant, tu ne mets pas énormément d'heures. Puis comme tu dis, l'intelligence artificielle, ça a tellement explosé dans les dernières années que ça a ouvert des portes incroyables pour des opportunités d'affaires, tu sais. Puis de vendre peut-être potentiellement une offre de service, mais je pense que oui, beaucoup de gens, évidemment, ne sont pas faits pour être entrepreneurs. Beaucoup de gens ne sont pas faits pour être salariés. Chacun a son parcours, tu sais, puis mais je suis d'accord, je pense que, tu sais, les différentes générations, nous, en ce moment, on est vraiment bien placés pour développer des revenus, puis, tu sais, supplémentaires, essayer des nouvelles choses, innover dans son marché, puis juste de se démarquer autrement que, mettons, on regarde mes parents, puis c'était pas le cas, là. C'était vraiment, fallait chercher un diplôme, fallait avoir de l'expérience, il fallait être loyal pour une entreprise, fallait que tu bâtisses cette réputation. Tu sais, on n'est plus là. Non, effectivement. Puis tu sais, c'est plate, pas plate, mais c'est plate qu'il y a un paquet d'entreprises qui ont de la misère à suivre cette game-là, justement, là-dessus. Puis c'est drôle, c'est tout le temps eux autres qui disent on n'a pas de monde. Oui, c'est drôle. Ils viennent pas en bout de garder le monde parce que ça reste quand même en beaucoup avec les anciennes mentalités de sont durs à trouver les bons d'asteurs. Ben oui, mais il y en a plusieurs des bons, là, même s'ils ne restent pas. Si ce qui t'a apporté de plus à ton entreprise, ils te l'ont donné, là, tu sais. Mais oui, c'est ça. Hein. Tu sais, si ton employé, il t'amène des. Tu vois qu'il chaud des initiatives, mais monte-le vers le haut, mais c'est pas des bâtons dans les roues. Il va être le premier à partir parce qu'il va être il va dire je suis quasiment mieux d'aller ailleurs ou de faire ça de mon bord, tu sais. Effectivement. C'est de prendre du bien, puis c'est de prendre ce qui est positif dans tout ce qui passe. Hein. Tu sais, ça, on l'apprend, justement, je l'ai appris, on l'apprend à nos dépens dans la maladie et tout ça. Tu sais, il faut voir du positif dans tout. Et que ce soit la vie en général ou même en entreprise, la personne qui va avoir apporté un peu plus, même si elle reste 1 an, 2 ans, 3 ans avant de repartir,
Ça n'a pas été un moins, là. Ça a été un plus à ton entreprise à quelque part. Mais ce qui t'a apporté a été là. C'est comme une mentalité que puis toi, de l'apporter au niveau personnel aussi familial avec ton fils, puis avec toi personnellement. Parce que je veux dire, veux pas, si tu restes dans une négativité constante, c'est normal de vivre ça à l'instant même, puis à court terme, mais long terme, ça devient juste amplifier ce que tu vis actuellement. Fait comme, c'est comme après tu te dis what's next, est-ce que je continue à descendre vers le bas ou comme c'est un peu ça, probablement. Là. Ouais. Non, c'est ça. Puis, moi, je suis dans un minding présentement. Regarde, amène tout ce qui passe. Je suis capable de le faire. Là. Moi, ma forme physique est revenue. J'ai pris du lait à cause des traitements et tout ça, là, facilement, côté physique. Là. Mais comment ça a magané le corps physiquement. Par contre, là, je suis revenu dans une forme qui fait que je suis capable d'en prendre. Là. Fait que tant et aussi longtemps que je vais être capable d'en prendre, je vais en prendre. Là. Fait que il y en a gros qui disent Saint-Louis Cannon ou une tête folle, il y a ta tête partout. Oui, mais en même temps, je suis capable de faire mon chemin à travers de ça, puis de me garder une certaine stabilité à travers de ça. Tu sais. Exact. Mais c'est ces épreuves-là qui m'ont amené là-dessus. Là. Tellement. Puis on va toucher à un autre sujet. On t'a parlé de l'aspect financier, puis c'est pas quelque chose, évidemment, j'en parle souvent dans mes podcasts, c'est pas quelque chose que moi, je n'ai pas appris à l'école non plus. Ça fait 2 ans là, que je travaille avec un conseiller en sécurité financière. Fait que, mais ça, par l'entremise des podcasts que j'ai faits, des gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit ouais, tu sais, ton conseiller à la banque, là, il fait pas grand-chose. As-tu checké le rendement, là, tu sais? Si il donne du 1,5, 2%, l'inflation te le mange déjà. Là. Fait que t'es aussi mieux d'aller, évidemment, d'aller payer quelqu'un qui fait de la gestion, puis un conseiller, puis qui va placer ça, il va avoir des rendements 7, 8, 9% par année, facilement. Là. Fait que comme mais de réaliser ça, puis plein de choses, des assurances que, tu sais, assurance invalidité, assurance vie, tout ça. Tu dis, moi, comme en affaires, travailleur autonome, j'ai pas ça, là, tu sais, j'ai pas ces avantages-là. Fait mais n'ayant pas fait les recherches, n'ayant pas rencontré ces personnes-là, je serais pas là, là. J'aurais pas passé mon argent, puis la game dans l'investissement, on sait, c'est le plus tôt que tu commences, le mieux c'est. C'est le cumulatif de tout ça. Mais pourquoi on n'apprend pas ça dès un jeune âge? On va pouvoir parler tu me diras ce que tu en penses, mais je pense qu'il y a une part des parents, tu sais, d'instruire. Les parents, aussi, une certaine quantité d'informations, mais après, c'est d'aller les pousser vers des experts, mais pourquoi on ne devrait pas aborder le sujet en faisant des exercices à l'école, pratiquant, c'est pratico-pratique, là. Vraiment. Là. Ben, oui, assurément. Surtout, moi aussi, je suis de cet avis-là. Là. Ça devrait être un cours qui rentre à l'école, puis même en remplacement de plusieurs, bien souvent aussi. Là, mais, one-on-one, oui, parce que oui, à la maison, c'est vrai qu'on se dit tout, le job des parents, c'est le job des parents. C'est vrai, ça, c'est le job des parents. Mais le parent qui ne l'a pas, il l'a pas, ça. Là. Le parent qui n'a jamais été capable de mettre l'argent de côté, ou le parent qui a rushé toute sa vie avec 3 jobs pour essayer de payer justement les études, tout ça, c'est pas le genre de formation qui vient de base avec une personne. Puis si on veut changer des choses, ces informations-là, il faut qu'ils viennent de l'extérieur, quelque part aussi, de la maison. Je pense aussi qu'à l'école, ce serait l'idéal. Des cours, on avait des cours d'économie au secondaire, nous autres, puis ça a été, c'était une fois 2 semaines, une fois du jour pendant 1h15. Puis, est-tu économie familiale? Non, ça c'était. Économie familiale, c'était une autre affaire. Ça, je me suis fait une paire de bobettes avec ça. Mais non, je parle d'économie. En secondaire 4, on avait un cours, mais ils nous apprenaient à checker à la bourse. OK, oui. On ne sait même pas comment gérer notre portefeuille. On peut-tu savoir. Les chiffres, tu comprends. Apprends à monter un budget, apprends à savoir comment, où mettre ton argent quand 40 à la fin de ta paye. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu enveloppes tout, vas-tu t'acheter des bébelles? Tu en gardes un petit peu de côté ou non? Mais l'argent, tu sais, puis la différence entre. Parce que je trouve qu'on se fait montrer aussi le fait d'être salarié. Ouais. On ne montre pas les autres options, puis c'est nébuleux, tu sais. C'est comme, c'est pas valorisé. Tu sais, quelqu'un qui est pas. Je me prends comme exemple, j'ai jamais été très studieux, tu sais. J'ai toujours eu de la misère dans mes matières principales, en mathématiques, en français, tout ici. J'ai réussi à passer mes cours, mais la conseillère ou le conseiller m'a jamais dit, as-tu déjà pensé peut-être d'aller de te former en affaires dans X sphère qui t'intéresse? Ça n'a jamais été une possibilité, tu sais, d'aborder ça. C'est fou pareil. Moi, en tout cas, on dirait qu'on est dans un silo, puis ces gens-là nous disent, regarde, t'es bon en français, ben va faire
pousse là-dedans seulement. Mais comme, il y a d'autres choses. Oui, effectivement. Je me rappelle de ça, mais en même temps, les personnes qui nous enseignent aussi, eux autres aussi, c'est des salariés. Puis eux autres, c'est pas nécessairement des entrepreneurs. Fait que, ils vont avec ce qu'ils savent faire et ce qu'ils peuvent donner comme connaissance aussi. Là. Mais effectivement, 100%, qu'implanter 100%. ça, implanter ce genre de mentalité-là dans les écoles, en partant, quand les enfants sont jeunes, sans nécessairement dire l'entrepreneuriat, c'est cool, c'est correct. Là, c'est à la mode, on dirait, c'est un site. Tout le monde veut être entrepreneur, c'est correct. Mais c'est pas vrai que c'est facile et que c'est rose. Là. Mais au moins, rien qu'apprendre à le gérer. Tu sais, le gérer un portefeuille, il y a plus de propositions de consommateurs qu'il n'y en a jamais eu au Québec depuis à vie. Là. Tu sais, c'est ça. On a eu un passage spécial là, il y a quelques années. Là. Il y a une bébête qui est passée, une pandémie qui appelle. Puis ça a comme chamboulé un paquet d'affaires, puis il y en a gros qui ont vécu un peu là-dessus, qui en ont profité un peu là-dessus aussi, mais quand c'est venu le temps de retomber sur le marché du travail normal. C'est le retour du balancier, là. Ben là, on est dans le retour du balancier. Là. Moi, j'étais dans la vente dans ce temps-là. J'ai été dans la vente de machinerie, puis là, tout le monde, je ne sais pas pourquoi, là, tout le monde, personne ne travaillait, mais tout le monde avait de l'argent. Hey, ça, j'ai vendu des machines, des tracteurs, des tracteurs pour du monde des retraités. Ça n'avait pas de sens. Ils ont eu des années records, en fait, de vente. Mais ça, c'est allé jusqu'en 2023. Là. 2024, là, le monde a recommencé à travailler, c'est revenu, le monde est revenu sur le plancher des vaches. Là, ces garages-là, ces concessionnaires-là, sont dit, ça a baissé. Pourquoi ça a droppé? C'est un cycle. Tout le monde qui aurait acheté dans les 5 prochaines années, ils sont tous garochés là-dessus pour acheter ça. Dans le marché du travail, ça a été pareil aussi. Ils ont facilité un paquet de choses, autant dans le télétravail, autant dans le manque d'emploi. Là, il a fallu qu'ils s'adaptent. Le manque de main-d'œuvre, il a fallu qu'ils adaptent. Les employeurs ont adapté. 100%. Là, on arrive dans un bout que là, ça revient un peu plus à la normale. Là, les jeunes, évidemment, ils ont de la misère à se trouver de l'ouvrage hein, parce que depuis 3 ans, là, les business se sont adaptés, eux autres. Ils se sont arrangés que ça roule pareil, les affaires. Là. Que ça soit ligne, les outils, on a parlé des outils AI, mais je veux dire, ça coupe beaucoup de tâches, là, fait que nécessairement des postes. Là. Des outils AI, il y a des restaurants qui ont adapté leurs horaires, des entreprises qui ont changé complètement leur façon de travailler à l'interne, des shops qui ont travaillé, qui ont changé leur ligne. Ça fait que finalement, en bout de ligne, ils ont monté en efficacité, ils ont monté en productivité, ils ont besoin de moins de monde pour le faire. Là. Mais c'est quelque chose que cette pandémie-là aurait peut-être allait accélérer ce genre de processus-là. Là, évidemment que là, le monde se retrouve, le gros qui se retrouve le bec à l'eau parce que il n'y en a plus d'ouvrage autant qu'il y en avait dans ce qu'ils cherchaient justement dans leur spécialité. Donc, on entend parler de gros. Là. Puis de rester dans un mode de silo, tu disais, hey, moi, c'est sûr, je ne perdrai pas jamais ma job. J'ai trop d'expérience, j'ai trop de récemment. Tu sais, mais tu n'as aucune assurance dans la vie, on le sait. Puis je pense que la meilleure chose que tu peux faire dans un marché qui est tellement actif comme le nôtre, c'est de te former constamment, tu sais, puis d'aller chercher à l'externe des expertises qui sont différentes pour aller chercher une valeur ajoutée sur le marché quand ton poste va venir à évoluer, tu sais. Oui, effectivement. C'est comme pas le choix, tu sais. Moi, personnellement, je déteste l'école. Pas que je trouve ça plate qu'on n'apprend rien, là. C'est moi, personnellement, je ne suis pas capable de rester assis à écouter quelque chose. C'est la méthode d'enseignement. Moi, j'aime ça l'école, tu sais, mais c'est pas j'aime ça l'enseignement, mais c'est pas le système comment il est bâti. Puis je fais mon bac à l'université à l'UQAM, tu sais, fait que mais il y a tellement de modes d'enseignement beaucoup plus intéressants. J'ai oublié le nom, là, mais tu sais, il y a des universités en ligne, mais tu sais, des formations beaucoup plus concrètes que tu peux aller prendre sur telle chose, tu me le dis directement, tu sais. Je te laisse continuer, excuse-moi. Non, c'est correct, c'est correct. Oui, effectivement, il y a plusieurs façons d'apprendre. Puis je dis que j'aime pas l'école, mais n'empêche que c'est quand même là, c'est là que le bagage est. Les meilleurs apprentissages, la meilleure façon de voir. Par exemple, tu le vois toi aussi. Tu es rendu à mi-vingtaine ou proche trentaine, là, tu me corrigeras, mais. Non, j'ai 26. Bon, puis tu es à l'université, justement, encore là, tu fais ton bac. Puis tu travailles à travers de ça, puis tu as ta vie à travers de ça aussi. Te former constamment, c'est la meilleure chose que tu ne peux pas faire. Là. J'ai du monde dans mon entourage, moi, là, qui est rendu à 47 ans, puis il est encore en train de faire une maîtrise, puis l'école, ça fait 20 ans qu'il est à l'école. Il fait des bacs, il enchaîne des formations par-dessus formations. Cool, il aime ça. Puis c'est une tête, là. Il en sait des choses, là. Mais
Personnellement, moi, je l'apprends beaucoup sur le terrain. C'est plus laid. Je me forme. J'écoute des podcasts, j'entends parler d'autres mondes, discuter avec des gens. Juste ça, c'est formateur énormément aussi. Expérimenter, te planter, ça fait partie aussi de la formation. Là. Quand tu es en business, il faut pousse. Vas-y, excuse. Non, mais c'est parce que la valeur d'éducation, c'est pas nécessairement le nombre d'écoles ou le diplôme. C'est vraiment, c'est pas ça. Là. Que ce soit à travers des livres, que ce soit à travers un expert, un consultant, un professeur, que ce soit des balados, des podcasts. Tant que tu t'intéresses puis tu t'instruis d'une certaine manière, tu fais ton enseignement, puis c'est de s'intéresser à ça. De toute manière, si tu fais pas ce processus-là, c'est pas, je le dis de moi-même, mais ton cerveau ramollit. Tu n'as plus de développement qui se fait. Tu vieillis aussi plus rapidement. Je prends l'exemple de mon grand-père, il y a 80, en tout cas. J'espère qu'il ne va pas écouter le podcast. Là, je m'excuse, mais j'ai jamais vu une personne de son âge aussi active physiquement et psychologiquement. Avec ma grand-mère aussi, même chose. Mais ils utilisent les technologies, ils ont leur iPad, ils ont leur téléphone intelligent, ils s'intéressent à ça, ils posent des questions, ils sont tout le temps en train de bouger à l'extérieur. Ils s'intéressent, puis tu prends une personne âgée du même âge qui va rester devant la télévision parce qu'ils ont toujours vécu ça, puis ils voient les technologies comme c'est un monde de jeunes, c'est une perte de temps, petit à petit, on compare rien. Mais ça prouve que c'est pas la mentalité à avoir. C'est un exemple parmi tant d'autres que j'ai remarqué. C'est vrai. Puis non, le monde va vite. L'apprentissage se fait vite. Toutes les technologies sortent vite. Les façons de faire changent. Il faut que tu sois à l'affût, puis il faut que tu sois curieux. Ça, c'est une base. Là. À l'affût. Ouais. Pascal, je vais te poser une dernière question. Deux dernières questions, en fait, que je t'avais déjà posées. Ayant vécu tout ce que tu as vécu là, au niveau personnel, au niveau professionnel, c'est sûr que ta définition du succès a changé. Fait que, parle-moi de ça un peu. Comment tu as pu la développer à travers ces années-là, puis comment l'a changé aussi? Le fait d'avoir vécu ce genre de choses-là, évidemment que je ne le souhaite pas à personne, mais le fait d'avoir ce bagage-là d'apprentissage a fait que oui, j'ai vieilli plus vite. Le fait d'avoir passé proche, on peut dire, de vivre un peu avec la mort, ou la maladie, dans ton entourage très, très proche, ou de le vivre toi-même, te refait voir la perspective des choses aussi, puis la vision du succès, comme on va dire. Puis pour moi, c'est après l'avoir vécu, là, c'est du temps. Ça prend du temps, puis être capable de le vivre. C'est de la liberté, du temps. Tu vis avec ta famille, tu prends du temps avec ton monde, prends du temps avec ta famille, prends du temps à développer tes business, prends du temps à faire tout ce que tu peux. Mais tu sais, passe pas de temps à rien faire. Il faut que tu fasses. Pour moi, là, la vision du succès, c'est d'être capable de tout faire ce que je veux sans restriction. Puis pas nécessairement, puis je dis pas tout faire à voyager nécessairement. Là. Oui, ça va faire partie de ça, mais quand je dis tout faire, c'est de pouvoir prendre le temps avec ma gang, de pouvoir jaser avec du monde, de pouvoir prendre le temps de m'asseoir avec quelqu'un, de pouvoir développer quelque chose, de pouvoir avoir des nouveaux projets. Ce n'est que ça, mais c'est d'avoir du temps, cette liberté d'aller chercher ce temps-là. Moi, pour moi, je pense que c'est le plus gros avantage quand tu es en affaires, c'est qu'immédiatement, tu as un contrôle sur ton horaire. Puis c'est un côté à deux médailles. Là. Une médaille à deux. Mais c'est ça, tu sais. Puis en réalité, tu peux choisir d'aller prendre ton bain, je prends souvent cet exemple-là, mais un mercredi après-midi à 4h, ça tente. Mais ou aller parler à un client puis faire du travail. Mais tu sais, je pense que d'amener cette liberté-là, à mesure que tu vieillis, tu réalises que ce temps-là a tellement une valeur niveau qualité de vie personnelle, familiale, que l'aspect financier. Je trouve que ça vaut tellement plus cher d'avoir ce temps-là à louer à ce qu'on veut, en fait. Oui, exactement. Puis quand tu crois à quelque chose, quand tu crois à un projet, tu t'en vas, puis tu pousses en ligne, puis tu y vas, parce que... Quand tu y crois vraiment là, à ton projet, la vie, oui, puis quand tu y crois vraiment à ton projet, on dirait que la vie est bien faite parce que tu vas créer un peu tes propres opportunités ou tu vas affiner ton propre chemin, tu vas rencontrer les bonnes personnes.
tu y crois vraiment, là, pour vrai, c'est bizarre parce que tu peux pas te baser sur des chiffres. Des fois, tu te dis, regarde, j'ai un gut feeling, je sais que c'est le bon move, je le sens que je le sais, mais je sais pas si c'est vrai. Fait qu'on va l'essayer, puis à force de le faire, on dirait que ça crée des bons chemins. Je sais Ouais. pas, c'est bizarre à dire, mais c'est un peu ça aussi. Ah, non, écoute, carrément. Puis, tu sais, j'ai les projets que je développe, c'est du long terme. Puis, tu sais, par ta ligne, justement, le partage Oui, municipal de partage d'inventaire, c'est ouais, ça, c'est un projet qui est venu d'une idée. ouais, À force de jaser avec du monde, il y a une problématique à régler, le partage ouais, d'économiser puis de la collaboration intermunicipale. ouais, Mais, tu sais, comment je peux dire ça? Le programme que j'ai fait qui permet justement de partager de partager le catalogue de toute une municipalité possède avec ses voisins ouais, pour faciliter un peu. Mais ce système-là, ouais, oui, c'est un problème, mais c'est pas mm, urgent comme problématique dans ça. Tu sais, j'étais un peu en amont de ce qui s'en vient parce que même encore, là, ça fait 2 ans et demi que je travaille sur ce projet-là. Mais là, ouais, ouais, là, cet automne, on a entendu parler des gouvernements, que là, ils ont commencé à ouais, jaser, qu'ils veulent mettre l'emphase sur la collaboration intermunicipale et pousser là-dessus. ouais, Je suis content là, d'avoir entendu ça parce que, tu sais, l'idée que j'avais, justement, tu disais, on c'est essaye, on ça. y va en ligne, on lance un Ouais, projet, ça va marcher, j'y ouais, crois. Ouais, mais hey, moi, ça mm, fait 2 ans là, que je travaille, puis je pousse, puis j'essaie de rencontrer du monde, puis je ouais, rencontre des municipalités, puis c'est toujours oui, 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 c'est le fun, mais le cycle ouais, de vente il est extrêmement long. C'est sûr mm, que ça ne me dérange pas d'attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans avant de closer ouais, une vente. J'aimerais ça savoir si le projet est viable avant et tout, tu sais. Fait que c'est le cas. totalement. Fait que on est là-dessus. Pascal, je vais te poser une dernière question pour closer ce beau podcast-là. Si tu avais la chance de parler d'une version de toi-même de 25 ans, qu'est-ce que tu dirais à un Pascal? Forme-toi en finance. Tu Mm, sais, tu sais, exactement ce qu'on parlait tantôt, justement. Forme-toi en finance, à savoir comment gérer ton argent, comment right. gérer ça de l'argent. Tu sais, Mm, pas que ça te brûle les doigts quand tu l'as, là. Faut-tu être capable mhm, de gérer des projets et de pousser là-dessus? Veux-tu être ouais, entrepreneur? Veux-tu être salarié? Veux-tu exact. faire d'autres choses? Peu importe. Apprends juste à gérer de l'argent et des budgets. Tellement. Tout se fait, tout ce que tes projets de vie dépendent de l'argent. Tu n'as pas le choix. Ouais, Ça ouais, t'apprend l'argent pour tout faire ce que tu as envie de faire. Que ce soit de te bâtir une cabane dans le bois, ou quand même bien que tu l'achètes ta terre à bois. Là. Fait que, tu sais, tout part de là. exact. Apprends à te gérer. Apprends à gérer de l'argent à base. Là, puis à partir de là, Ouais. rendu là, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Comprendre, puis ça, c'est un excellent conseil parce que comprendre, que ce soit entrepreneur ou salarié, l'argent qui te reste, comment l'utiliser, puis qu'est-ce que tu fais après avoir payé tes nécessités, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que tu y fais? Est-ce que tu la flottes dans justement un coût émotionnel d'un achat sur Amazon ou dans un voyage tout inclus d'un coup? Là, tu te dis, hey, c'est le fun là, tu sais, d'avoir des expériences de même, mais est-ce que tu as l'argent, si oui, Ouais. tant mieux, let's go, fais-le. Mais attends, là, peut-être d'autres choses à développer avant ça. Fait comme, c'est des questions à se poser à 100% au niveau financier. Là. Oui, effectivement. Tu sais, le Ouais. crédit, comment ça marche, comment ça peut coûter de l'intérêt sur une carte de crédit. Tu sais, Eh mon c'est toutes Dieu, des choses ouais. qu'on apprend à nos dépens Sure. avec les années, mais plus jeune que tu l'apprends, mieux c'est. Là. Tu sais, moi, Mieux c'est, c'est parce que un ça point t'évite des d'honneur erreurs. que je mets à mes gars. Tu sais, j'ai un enfant malade, mais j'ai un autre qui est aussi en pleine santé, là, puis lui, il grandit, Oui, oui, il est oui. rendu un ado de 15 ans. Puis, Ben là, il va commencer tu dans ce monde-là. sais, Là. Ouais, oui, ben oui, là, c'est ça. il travaille, il fait un peu de sous, puis Ouais, il achète un c'est ça. scooter, puis tu sais, il veut y avoir de C'est l'argent à ça. son permis. Mais tout ça, c'est d'apprendre à Ouais, gérer là-dessus, là, puis c'est ouais. des outils qui vont lui servir plus tard là, à vie. Là. Oui, c'est 100% ça. J'ai tellement d'autres sujets aussi que j'aimerais qu'on parle ensemble. Évidemment, on a 1 heure puis je veux pas trop prendre de ton temps. Là. Je propose toujours à mes invités de faire un part 2 dans 1 an, justement, pour aborder les sujets qu'on n'a pas eu le temps d'aborder aujourd'hui. Faire une revue aussi sur peut-être les objectifs que tu aurais aimé atteindre en décembre 2026. Mhm. Fait que je te réinvite, on va le faire en studio, on va le faire en présentiel. Puis ça va être super cool aussi de te rencontrer en vrai aussi. Là. Moi, je trouve que c'est une belle relation, collaboration qu'on est en train de développer. Ça va me faire plaisir. Ça va être le fun. J'ai beaucoup aimé le podcast qu'on a fait ensemble aujourd'hui.
Ben, merci, mon cher. C'est super cool d'avoir ce feedback-là aussi. Puis, pareillement, c'est vraiment sharp. On va se faire une 5 minutes avant pour discuter, là, après, excuse-moi. Fait que, mais Pascal, ça a été vraiment un gros plaisir. Merci beaucoup pour ton passage. Puis, écoute, tout simplement, où est-ce qu'on peut en fait, oui, c'est ça, derrière une question, où est-ce qu'on peut te contacter pour faire affaire avec toi, que ce soit à travers tes entreprises ou toi personnellement? Je suis partout. LinkedIn, OK, Facebook, là-dessus. Il y a mes sites web, évidemment, des entreprises, mais tout est partable. Tout est trouvable à partir de là. Que ce soit par ta ligne, de la distribution, peu importe. Ou même les abeilles, l'apiculture. Tout ça est trouvable. On peut me trouver facilement, là, LinkedIn, Pascal, 100%. tout simplement, puis je suis là-dessus. LinkedIn, génial pour connecter aussi là, facilement. Là. Fait que, parfait. Ben écoute, on s'en parle dans un an, mon cher. Hey, merci beaucoup. Merci. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move.